À suivre le grand angle avec aujourd'hui une question vertigineuse. Sommes-nous à un tournant de l'histoire de l'humanité? Le biologiste Jacques Testard dénonce les promesses suicidaires des transhumanistes. Il est l'invité du grand angle ce samedi. Bonjour Jacques Testard. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur TV5 Monde. Alors vous êtes biologiste, vous avez consacré votre vie à la recherche et notamment en matière de fécondation in vitro. Vous avez d'ailleurs réalisé avec votre équipe la première procréation médicalement assistée en France. C'était Amandine, le premier bébé éprouvette en 1982. Aujourd'hui, on peut dire que les progrès de la science, pour le meilleur ou pour le pire, vous inquiète. Parfois, vous publiez au Seuil avec Agnès Rousseau au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes. Dites-nous d'abord, Jacques Testard, qui sont ces transhumanistes dont on parle de plus en plus souvent? Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit que c'était des chercheurs américains dans la Silicon Valley, très bien pourvus pour faire des recherches de pointe en informatique, en génétique, en neurobiologie. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que c'est les chercheurs du monde entier, dans tous les pays développés. Ce qui veut dire que les transhumanistes ont gagné d'une certaine manière? Écoutez, on est obligé de le constater. Les programmes de recherche dans tous les pays, bien que les chercheurs, souvent, si on leur dit « mais vous travaillez au transhumanisme », ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas le rapport. C'est quoi le transhumanisme? Donnez-nous une définition. Alors, on pourrait en donner plusieurs, mais oui. bon, c'est une idéologie, à mon avis, assez infantile, puisqu'elle reproduit un tas de désirs archaïques qu'elle prétend résoudre grâce aux progrès qui sont vertigineux de la technoscience, récemment. Donc, c'est le mélange un peu de cet infantilisme archaïque, de tout avoir, de tout résoudre, de ne pas mourir, de ne pas être malade, avec des technologies qui permettraient, selon les transhumanistes, d'arriver à résoudre tous ces désirs. Mais au départ, c'est améliorer les capacités de l'homme. Ah, complètement, oui. C'est changer l'homme. En gros, c'est le nouveau nom qu'on peut donner à l'eugénisme, c'est-à-dire la volonté d'améliorer l'espèce humaine. Mais ça, c'est un petit peu la phase terminale, j'allais dire, du transhumanisme. Au début, c'est simplement, je disais, améliorer ses capacités, améliorer la capacité de fonctionnement de son cerveau, améliorer la recherche scientifique dans le domaine de la santé. Est-ce que ça, c'est une vision trop naïve? Oui, je pense, parce que ça passe forcément par là. Oui. Il faut forcément faire des progrès technologiques. Hein. Et si vous voulez, il faut voir deux choses. Il ne faut pas mélanger le transhumanisme et les médecines de pointe, par exemple. Quand on greffe un cœur à quelqu'un, ce n'est pas du transhumanisme. On ne fait pas une personne supérieure aux autres qui ont un cœur naturel. Quand il a un cœur mécanique, vous voyez. On n'augmente pas l'homme. Non, on ne l'augmente que si on permet à quelqu'un d'avoir des performances qui sont inédites dans l'espèce humaine. Donc c'est ça que vise le transhumanisme. Alors votre livre, il est passionnant parce qu'il aborde tous les enjeux du transhumanisme. J'en cite quelques-uns pour bien fixer les enjeux qui sont dans votre livre. C'est les grandes mutations scientifiques, on vient d'en parler, les prothèses bioniques, les corps transformés en cyborgs, les machines connectées au cerveau, l'homme génétiquement modifié et le stade ultime avant le rêve de l'immortalité, parce que c'est aussi dans le rêve transhumaniste, la fabrication de l'humain, c'est-à-dire de véritables usines à gènes qui modifieraient l'alphabet du vivant. C'est tout un programme. Oui, c'est tout un programme. Et on travaille là-dessus en France, en Angleterre, en Allemagne, au Japon. Il n'y a pas qu'en Californie, vous voyez. Justement, j'allais vous demander qui fait ces recherches. Est-ce que ce sont essentiellement des chercheurs privés ou aussi le secteur public, le service public? Le secteur public aussi. Il y a des subventions qui sont données pour ça. Mais c'est chaque fois dans un but médical. Par exemple, quand vous donnez des subventions pour analyser le génome de tous les gens, ce qui a été fait. Bien portant, ce qui est en train, de faire tout le génome entier avec le séquençage à haut débit, pour lequel l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, a débloqué 670 millions il y a 2 ans pour développer 12 séquenceurs et connaître le génome de je ne sais plus combien, quelques centaines de milliers de personnes à l'horizon de 5-6 ans. Pourquoi faire? Pour mettre en relation les caractéristiques de l'ADN qu'on voit avec ce que sont les gens dans la vie, leurs maladies, leurs particularités, et de cette façon, anticiper éventuellement. Ça passe sous le thème médical, parce que le but, c'est de faire de la médecine préventive. Mais c'est complètement aberrant, parce qu'on ne sait pas soigner les maladies génétiques. Il y a quelques maladies du sang, mais c'est anecdotique. On ne sait pas soigner. Autrement dit, on va rechercher chez des gens des pathologies qu'on va leur apprendre, et on va faire de toutes les personnes des patients. On va dire aux personnes, vous risquez d'avoir dans 20 ou 30 ans telle maladie, mais malheureusement, on ne pourra pas la soigner. Pour des raisons statistiques, parce qu'en plus, on ne comprend même pas comment, à partir de l'ADN, on passe à la maladie. Ceci dit, dans 20 ou 30 ans, on pourra peut-être la soigner.
Bon, certaines peut-être. Mais on fait une promesse qui risque bien d'échouer et de créer plus d'angoisse que de guérison. On parlait de l'ancien gouvernement, on parlait des services publics, et la France vient d'annoncer hier ou avant-hier un plan d'1,5 milliard d'euros, j'imagine que vous en avez entendu parler, pour développer, je cite, l'écosystème de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre, la France ne peut pas se permettre d'être dépassée par les États-Unis, par la Chine, par les autres pays européens? Oui, alors voilà, là on touche le problème, on voit bien que c'est économique, parce que c'est ridicule, 1,5 milliard, c'est rien. C'est ce que donnent tous les jours Google et quelques autres, et les Chinois font pareil. Oui, donc ça fait pas le poids. C'est 1,5 milliard d'ici la fin du quinquennat. Oui, mais ça va régaler quand même quelques industriels qui fabriquent des machines, qui sont investis là-dedans. Mais qu'est-ce que ça va apporter? Et puis le titre même du rapport de M. Villani, qui est donner du sens. Qui est aujourd'hui député. Donner du sens à l'intelligence artificielle. C'est risible. L'intelligence artificielle n'a pas de sens. Vous pensez que derrière ces mots, derrière ces programmes, il y a un enjeu financier, commercial énorme qui se joue? Il y a un enjeu de consumérisme exacerbé, de faire consommer aux gens de plus en plus de choses, d'aller de plus en plus vite, d'être de plus en plus compétitif. Mais tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec le bonheur humain? En fait, la question qui est en fil rouge, en filigrane de tout votre livre, c'est est-ce qu'on poursuit simplement le progrès de la recherche et de la science, ou bien est-ce qu'on est en train de changer de civilisation? Oui, alors on poursuit le progrès, si vous voulez, parce qu'on a de plus en plus de technologies, et c'est vrai, de plus en plus performantes, mais on est en train de changer de civilisation, parce qu'on est en train de faire de toutes les personnes des autistes. Ils sont dans leur milieu. Les transhumanistes, quand vous les lisez, ils ne s'intéressent pas du tout à la société. Et ils ne s'intéressent surtout pas à la nature, à l'environnement. Donc quand ils parlent de l'homme, c'est un personnage, comme s'il était sur la paillasse. On va lui greffer des électrodes, on va lui mettre des gènes comme ça, on va faire... Mais ils traitent vraiment l'individu comme une machine et comme une machine isolée. Donc ils oublient qu'on est des vivants et qu'on n'est pas des machines. Ce risque transhumaniste, puisque pour vous c'est vraiment un risque à vous entendre, il est à quelle échéance? C'est dans 20 ans, 30 ans, 200 ans? Pour moi, le risque transhumaniste, c'est pas que les machines nous dominent. L'intelligence artificielle nous domine. Ce qui va nous dominer, c'est ceux qui fabriquent les machines. On les connaît, c'est les GAFA. C'est les Google, Amazon. Oui, c'est eux qui ont le pouvoir et c'est eux qui sont en train de travailler là-dessus, bien plus que les États. Donc, c'est ça qu'il faut craindre. C'est ces multinationales. Alors, à quelle échéance? Très très vite. En tout cas, eux, les transhumanistes, disent qu'en 2050, ça y est, on a changé de planète. Vous êtes convaincu que le transhumanisme va accroître les inégalités entre les hommes? Bien sûr, quand vous regardez simplement les traitements actuels, vous voyez, par un cœur greffé, ça coûte 150 000 €. Qui peut s'offrir ça? Et comment la Sécu pourra financer ça chez tout le monde? Mais il y aura beaucoup plus de choses. Les thérapies géniques, si elles marchent un jour, elles sont déjà à plus de 500 000 € pour une personne. Une thérapie génique. C'est pas possible. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de fabriquer là, c'est vraiment pour une élite. Si jamais ça marche. Jacques Testard, quelle réponse à cet emballement technologique on peut apporter? Il y a tout un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Pourra-t-on y échapper » Comment y résister? Peut-on y résister? Oui, parce que, si vous voulez, j'ai pas voulu fuir ça, pas seulement faire un panorama, c'est vrai, assez catastrophiste de ce qui se passe, mais de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai beaucoup réfléchi avec ma co-auteure, Agnès Rousseau, et je crois que la seule chose, c'est d'inventer une nouvelle façon de voir le monde, d'espérer, de créer ce qu'on peut appeler un nouvel imaginaire. Et il y a des solutions. Par exemple, on sait que l'homme n'est pas une bête pour l'homme. On sait qu'il peut être altruiste. Là, vous faites presque de la poésie. C'est presque. On parle dans le livre de Glissant, dont on a parlé d'ailleurs dernièrement. Mais c'est beaucoup plus réaliste que ce que promettent les transhumanistes. Vous prenez aussi l'entrée en résistance, on pourrait dire l'entrée en résistance démocratique. Vous n'y croyez pas trop d'ailleurs parce que vous dites que les politiques et même les citoyens, ils sont complètement largués. Complètement. Ils sont en retard d'une guerre. Et pire que ça, ils sont souvent émerveillés, ils sont séduits. Parce que ces machines-là qui donnent des machines comme le téléphone portable, par exemple, qui est quand même un outil qui a complètement changé les relations humaines en 15 ans. Donc c'est un truc dans le monde entier. Qui est un outil fantastique par ailleurs. Qui est un outil fantastique, mais qui est un outil il y a déjà beaucoup de livres qui montrent beaucoup de difficultés, pas seulement des problèmes de santé, parce qu'il y a aussi des cancers et tout ça, mais des problèmes relationnels. Et c'est le b.a.-ba du transhumanisme. Je crois que c'est la première prothèse généralisée et permanente, puisque les gens le portent sans arrêt sur eux.
Alors, il y a un paradoxe, c'est qu'on a l'impression que la science vous fait peur, alors que vous êtes vous-même, je le disais tout à l'heure, hein, vous avez aidé à mettre au monde un bébé par fécondation in vitro. Donc, vous avez fait une sorte de manipulation scientifique. Et aujourd'hui, quoi, vous dites stop, on arrête? Mais si vous voulez, ce que j'ai fait et ce que font ceux qui... Parce que maintenant, je suis retraité, oui. C'est simplement de donner des bébés du hasard aux gens qui ne peuvent pas les faire tout seuls. Mais c'est les mêmes bébés que ceux qu'ils auraient fait dans leur lit, s'ils pouvaient le faire. Alors, il ne s'agit pas de ça dans le transhumanisme. Et en plus, quand vous parlez de science, non, ce n'est pas de la science, le transhumanisme. C'est des techniques, c'est des technologies. C'est pas de la science. La science, c'est quelque chose de critique, qu'on peut remettre en cause, qu'on peut... Et c'est merveilleux, la science, c'est de la poésie. La technologie, c'est froid, mais c'est agissant, c'est effectif, et ça fait beaucoup plus peur. J'ai pas peur de la science. Mais en revanche, l'usage des technologies est inquiétant. À vous lire, vous n'êtes pas très optimiste. Est-ce qu'il y a une alternative? Mais c'est pas la science. Oui. Est-ce qu'il y a une alternative au transhumanisme? Je vous dis, la seule chose, c'est qu'on trouve une façon de donner à rêver aux gens, de telle façon qu'ils pourraient ne pas être séduits par tous ces gadgets, par toutes ces promesses qui valent pas grand-chose et qui vont détruire le lien humain. En parlant de fécondation in vitro, j'ai vu que vous étiez opposé aujourd'hui à la procréation médicalement assistée pour les femmes seules, par exemple, ou pour les femmes homosexuelles, pour les lesbiennes. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas pour ça que j'ai travaillé, si vous voulez. Alors, on pourrait dire les choses évoluent. Mais il n'y a aucune raison que le système de santé finance la fabrication d'un bébé au laboratoire quand les gens peuvent le faire tout seuls. Ces gens-là ne sont pas infertiles. Donc, il n'y a pas de raison qu'on les assiste pour faire un bébé. C'est une des raisons, mais il y en a d'autres. Hein. Sur mon site internet, on trouve des articles là-dessus. Eh bien, je renvoie à votre site internet et à votre livre, donc Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes. Un livre passionnant, je disais, qui couvre tout le spectre scientifique, politique, humain de cet enjeu de ces prochaines années. Merci beaucoup. Merci à vous. Parler dans le 64 minutes.